Bonjour à tous. Bonjour, monsieur Yvan Rioux. Bonjour, bonjour. Après avoir travaillé dans des lycées en France métropolitaine et à Mayotte, vous enseignez à présent depuis 4 ans comme Prague en licence de mathématiques générales au CUFR. Vous êtes passionné par la modélisation mathématique qui favorise une approche spontanée, ludique et créative des mathématiques. Votre parcours vous a conduit à vous intéresser aussi à la représentation des nombres sur le cylindre et sur le cône. Aujourd'hui, vous nous présentez une intervention sur les liens étroits qui existent entre la conjecture de Collatz, de Conway-Mapps et de la gamme musicale. Bienvenue, cher Yvan Rioux, dans ce cycle des conférences publiques du CUFR. Je vous laisse maintenant la parole en vous remerciant d'avoir accepté notre invitation. Nous consacrerons la dernière partie de l'intervention aux questions du public. Merci beaucoup. Merci. Merci d'être venu, ça fait plaisir. Je vais vous présenter un travail que j'ai fait en hommage à John Conway, qui est un mathématicien anglais né à Liverpool en 1937, qui est décédé en 2020, qui était un passionné de jeux, qui a notamment travaillé sur les groupes sporadiques. Sa contribution la plus connue, c'est la contribution au jeu de la vie. Il a vraiment trouvé beaucoup de choses très géniales et très ludiques. Et donc, voilà, il est décédé en avril, je crois. Alors, il y a plusieurs choses dans cette conférence. On va commencer donc par des représentations des nombres sur une spirale. Normalement, ça commence sur le cylindre et puis ensuite sur la spirale. Et ensuite, on va parler de la suite de Collatz, plus connue sous le nom de suite de Syracuse. Après, on va travailler sur la gamme musicale et on va voir en fait le lien étroit qu'il y a entre la gamme musicale et donc ces suites de Collatz. Voilà. Et à la fin, si on a le temps, on illustrera le résultat d'Eliaou, qui est assez récent, qui date de 2011. Voilà, tout ça sur des spirales. Alors ce travail a été réalisé avec la contribution de David Pouvreau, d'Alain Bussert, Thibaut Éloi et également Gilles Patry, qui a travaillé pas mal sur le cylindre et sur le cône pour 2 articles. Donc il y en a un qui est paru sur Culture Math, il y a 3 articles deux qui vont paraître sur Culture Math, un sur le boulier qui est paru, il en reste un sur le cylindre et un autre sur le cône. Et sinon, il y en a un qui est paru sur la suite de Collatz, c'est la gamme musicale. Voilà. Alors, on va commencer donc avec quelque chose qui est relativement simple. Qui s'apprend en fait dès le plus jeune âge. Donc à droite, vous voyez 1, 1, 2, la représentation métrique des nombres réels. Imaginez que vous avez 2 sur un jeu de loi et vous voulez arriver à 7. Qu'est-ce que vous allez ajouter finalement? C'est les plus à trous, c'est le début de la soustraction. Évidemment, on fait 7 moins 2, donc la distance en fait entre les nombres 2 et 7 se fait par la différence, donc 7 moins 2. Ça, c'est la structure vraiment métrique, et à gauche, il y a la structure arithmétique. Alors la structure arithmétique, c'est le passage à la dizaine, parce que pour énumérer, on a 10 nombres, 10 chiffres, pardon. Et quand on arrive à 10, il faut bien faire des retenues. Alors imaginez par exemple qu'on ait à faire 28 plus 43 à faire. Donc pour faire 28 plus 43, on se place en 28. Je ne sais pas si vous voulez le curseur, c'est bon? Ouais. Ok. Donc on ajoute 43, donc on se déplace. C'est l'histoire de vecteurs en fait, de 4 dizaines. Donc on descend de 4 vers le bas. Et puis ensuite on doit ajouter 3. Seulement on sort du cadre. On arriverait à 71. Mais sortir du cadre, c'est les problèmes de retenue. Alors pour résoudre le problème de retenue,
j'ai eu une idée, en fait, ça doit exister, hein, mais j'ai cherché sur le net, j'ai pas retrouvé, c'est de rajouter en fait une 11e colonne, et donc vous retrouvez finalement avec la colonne où le chiffre des unités c'est 0, à la fois pour la première colonne et pour la 11e colonne. Et donc du coup j'ai mis les nombres qui étaient identiques avec les mêmes couleurs, et on identifie les deux, c'est-à-dire qu'on fait un collage, hein, donc, et on se retrouve avec le cylindre qui est ici. Alors, ce cylindre, il est assez marrant, parce que c'est un peu un début de géométrie des surfaces. On n'est plus ni sur la droite ni sur le plan, mais sur un objet qui est quand même un peu spécial. Donc en identifiant justement la première et la dernière colonne. Et ça vous donne en fait, quand vous regardez le gros fil rouge, ça vous donne finalement la structure métrique où la distance entre les nombres, vous les retrouvez facilement. Par exemple, si vous avez la distance par exemple entre 39 et 42, vous avez 42 là, vous faites 39 là, et vous regardez, hein, vous comptez, finalement ça fait 3. Voilà. Mais vous avez aussi la structure arithmétique, la structure avec le système en base 10. Yvan, excuse-moi, est-ce que tu peux prendre le micro quand tu parles avec le tube parce qu'on t'entend? Oui, excuse-moi. Voilà, il y a aussi la structure en base 10 qu'on retrouve facilement. Voilà. Donc, ce que j'ai essayé de faire, c'est de faire d'autres fils. Et donc, lorsque vous croisez les fils, finalement autrement, vous allez vous retrouver finalement avec les tables. Par exemple, la petite corde bleue, c'est la table des 9. Je ne sais pas si vous la voyez bien. C'est un petit peu loin. Vous avez chaque table de couleur, c'est des tables de multiplication. Et donc, ça c'est ma calculatrice, hein, comme j'ai quelques petits problèmes de mémoire, de temps en temps j'amène ma calculatrice, et ça me permet de faire des choses, et puis ça peut même faire des petites divisions euclidiennes. Ça. Par exemple, si vous voulez faire 33 divisé par 7, vous choisissez la corde des 7, et donc c'est la corde rouge, et la corde rouge, vous la suivez une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 7, 28, et puis à la fin, vous regardez combien il reste. Vous allez sur le fil principal, il reste 5. Donc ça fait 4 fois 7 plus 5. Voilà. Donc c'est un petit truc marrant. Alors, je vous ai mis l'équation paramétrique en degrés qui permet de tracer ceci sans problème. Donc c'est pour réconcilier la structure arithmétique et la structure métrique. Voilà. Alors c'est aussi une ouverture sur la géométrie des surfaces, qui est quelque chose qui est super simple mais qui est assez méconnu. C'est-à-dire que par 2 points, bon, on a appris que dans le plan euclidien, il passe une droite et une seule, mais là, en l'occurrence, ben, on a bien vu qu'il peut passer au moins 2 droites et il en passe une infinité. Voilà. Alors, j'ai eu une autre idée à partir de ça, c'est-à-dire c'était de tendre finalement une ficelle non pas sur un cylindre, mais sur un cône. Alors, bon, c'est des idées qui existent déjà, après je me suis rendu compte que c'était un truc qui existait, je vous en parlais. J'ai essayé de numéroter, en fait, de faire une petite courbe paramétrée, et je ne sais pas si vous voyez bien les nombres. C'est-à-dire que vous êtes dans une sorte de manège infernal, et donc vous commencez donc à 1, et ensuite, quand vous faites donc là un quart de tour, un demi-tour, 3 quarts de tour, un tour, vous arrivez à 10. Vous avez multiplié par 10. Et finalement, l'idée, si vous voulez, c'est d'ajouter toujours le même angle qui va correspondre à une multiplication constante. Alors que là-dessus, quand on ajoute toujours sur la grande droite rouge, finalement ça correspond à une vraie addition. Alors que là c'est une multiplication. L'idée c'est de transformer les calculs de multiplication en calculs d'addition. Voilà. Ça c'est une idée, en fait, c'est l'idée qu'a eu John Napier, un Neper, plus connu sous son nom. C'est dans les années 1500, quelque chose comme ça. Son père était directeur donc,
de la monnaie en fait en Écosse, hein, et il y avait 20 calculateurs qui étaient à sa disposition, qui faisaient des calculs de multiplication à plusieurs digits. C'était compliqué à faire. Et donc l'idée, c'était plutôt que de faire des multiplications, utiliser des tables et de logarithmes en fait, et à partir de ces logarithmes-là, faire la somme, et à la fin relire en inverse le résultat. Voilà. Donc cette idée de Napier, on peut l'illustrer là. On va voir un peu comment on peut multiplier de nombres. Il suffit d'ajouter leurs angles associés. Donc c'est une bonne lecture d'angle. Alors, exemple. Donc vous voulez estimer le produit 55 fois 2,3. Donc il faut commencer par repérer les nombres qu'il y a sur cette frise. Alors le 55, il est ici. C'est-à-dire qu'il va correspondre, alors il faut compter bien le nombre de tours. 55, c'est un tour, plus ensuite 180 jusqu'à, en gros, 267 degrés. Donc 360 plus 267 degrés. Voilà. Donc ça, c'est le nombre de tours. Vous avez 2,3. Alors 2,3, 2,3. Alors on va regarder 23, parce que je ne sais pas si vous avez vu, un tour de plus, c'est multiplié par 10. Donc on va regarder 23. 23, c'est 130 plus 360, donc 2,3, c'est 130 degrés. Voilà. Et donc si vous voulez faire 55 fois 2,3, vous ajoutez les angles, tout simplement. 360 plus 267 plus 130. Ça fait un calcul de 37 plus 2 tours. Alors on va regarder où est le 37. Le 37, il est par là-bas. Donc ça fait faut regarder l'angle, pardon. 37 plus 2 tours. Alors les angles, 1, 37, c'est ici. Et donc ça représente un résultat qui est entre 12 et 13, en gros 12,7. Voilà. Donc 12,7, par contre, il faut rajouter 2 fois 360, donc 2 tours, donc il faut multiplier par 100 en fait. Et donc on va se retrouver à 127. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui permet, c'est un abac, hein, effectivement, on n'a plus tellement l'habitude de raisonner avec ça. Il faut savoir en fait qu'avant toute l'ère numérique, il y a eu un développement des maths pour la mécanique, hein, et donc des outils qui étaient très très mécanistes, hein, comme ça, qu'on appelait des abacs, hein, qui permettaient justement de faire des calculs approchés qui étaient assez précis. C'est une façon de garder le contact en fait et ne pas délocaliser justement la responsabilité du calcul à une machine, et au moins d'avoir, même si le résultat est un peu approché, de faire des maths de A à Z, hein, quand on résout un problème. Donc je pense que cet abac en fait il existe, hein. Je me suis rendu compte de ça après avoir trouvé ça. J'étais un peu déçu évidemment. Et donc il a été breveté par Léon Apullo en 1930. Voilà. Après il ressemble un petit peu à ça. Alors pour faire les divisions, bah, c'est pareil en fait, hein, il suffit d'enlever l'angle associé qui était 230, hein, et ça donne quand même des résultats assez sympathiques. Alors un autre exemple, c'est que pour faire les puissances, ben, finalement les puissances c'est des paquets de fois, et donc on les transforme en paquets de plus, donc en multiplication tout simplement. Donc par exemple 6 puissance 9, alors 6 c'est où? 6 c'est ici, ça correspond à un angle de 280 degrés. 280 degrés, donc fois 9, 28, 84, 252, donc 2520, ça fait 7 fois 360, ça fait à peu près 7 tours. Mais 7 tours, c'est un tour, c'est 10, 2 tours, c'est 100, 7 tours, c'est 10 puissance 7. Donc la valeur exacte, hein, c'est de 10 millions, 10 puissance 7 environ. Alors après, on peut s'amuser à faire des racines cubiques, puisque si évidemment c'est des puissances 1 tiers, tout simplement. Donc on repère 10. 10, ça correspond à 360 degrés, exactement un tour. Racine cubique de 10, ben 120 degrés. 120 degrés, vous voyez, là ça commence à devenir quand même assez intéressant.
Ça fait entre 2,1 et 2,2, c'est à peu près 2,15. Valeur exacte. Alors, bon, ce que Apollo, en fait, n'avait pas, c'était quand même de faire des puissances avec des exposants qui ne sont pas entiers, hein, de 2,7. Ça marche aussi là-dessus. Il avait un système d'aiguilles un petit peu sophistiqué. Voilà. Et donc, c'est toujours la même chose, hein, et on trouve quand même des résultats qui sont assez spectaculaires, alors que de tête, c'est quand même pas si évident que ça. Alors, bon, la spirale m'a plu, je me suis dit, bon, il va falloir essayer de trouver un peu des trucs dessus. Et donc là, j'ai fait une spirale de base 2. Tout à l'heure, l'autre, elle est de base 10, c'est-à-dire que quand vous rajoutez un tour, vous multipliez finalement le nombre par 10. Alors au lieu de mettre des puissances de 10, là j'ai mis des puissances de 2. Voilà. Et bon, je vous ai mis l'équation paramétrée parce qu'il y a des étudiants dans la salle, hein, pour qu'ils vérifient que c'est pas faux. Hein. Alors, donc voilà, il y a un petit calcul qui permet d'avoir l'angle en fonction donc du nombre. Et celle-là, elle est assez marrante en fait. Donc c'est celle-là qu'on va utiliser en fait à la fois pour étudier la gamme musicale et puis pour étudier la suite de Collatz. Collatz, on en parlera tout à l'heure. Donc pour multiplier par 2, qu'est-ce qui se passe? Il faut rajouter un tour. Et pour multiplier par 3, pour multiplier par 3, on va rajouter avec un petit calcul un tour plus 210 degrés, 59. Alors ça, c'est un truc qui est relativement important. Donc un tour, 210 degrés, ça veut dire 180 degrés, et puis ensuite 30 degrés, et puis après un chouïa, d'accord? Et c'est ce chouïa-là qui va être très très important, hein, pour la musique, hein, et qui fait qu'il y a la gamme dodécaphonique qui a été choisie. On va en parler tout à l'heure. Voilà. Et donc, on va regarder un peu. Donc la décomposition binaire, c'est-à-dire la décomposition des nombres en base 2. Quand on a envie, en fait, de décomposer les nombres en base 2, c'est quelque chose qui se fait, en fait, les ordinateurs. Il faut savoir que quand vous rentrez un calcul à un ordinateur, l'ordinateur, il parle pas dans la langue en base 10, avec des nombres en base 10, il parle en base 2. Donc ça veut dire qu'il va traduire finalement votre nombre dans sa langue à lui avec des 0 et des 1. Par exemple, les multiplications avec des 0 et des 1, ça se fait avec des résistances, enfin avec des courants qui passent et qui ne passent pas. Hein, et donc, c'est vraiment très facile de faire des tables de multiplication. Et donc, une fois qu'il aura fait ses multiplications et ses additions, il aura son résultat en base 2 et il va vous le retraduire parce qu'il est sympa dans sa langue à lui. Voilà. Alors, donc comment est-ce qu'on va faire pour arriver à 43 égale 1, 0, 1, 0, 1, 1? Donc ce que vous cherchez d'abord, c'est finalement la plus grande puissance de 2 qui est inférieure ou égale à 43. Donc c'est 32, hein, 2, 4, 8, 16, 32, 64, etc. Donc c'est 32. Alors, on va l'illustrer ici. Donc 43, c'est 32, plus, ensuite, il faut compter métriquement, hein, sur cette droite graduée, plus 11. Alors le 11, à son tour, on va le décomposer. Le 11, il est là. Donc on cherche la plus grande puissance de 2, c'est 8. Et il va rester 3. Et puis ensuite, le 3, c'est 2 plus 1. Et donc une fois qu'on a ça, on dit que 43, c'est 2 puissance 5, plus 8, plus 2, plus 1. On les écrit sous forme de puissance. 2 puissance 5, ça s'écrit 1 suivi de 5 0, etc. 2 puissance 3, c'est 1 suivi de 3 0. 10, 2 puissance 1, c'est 1 suivi d'un 0. Et 1, voilà. Voilà, quand vous écrivez 43, ce que l'ordinateur il va coder. En fait. Okay. Donc ça, c'est la spirale illustre. Et alors, j'ai trouvé une autre façon en fait, d'illustrer ça, c'est-à-dire que vous imaginez que vous avez une piscine comme ça, hein, en forme de spirale. Alors, ici, vous avez les murs de votre piscine. Vous imaginez que vous avez un courant centripète, c'est-à-dire qui va vers le centre quand vous êtes à l'intérieur de la piscine, et quand vous êtes sur un bord, en fait, vous tournez dans le sens des aiguilles d'une montre, d'accord? Et vous avez des trous, en fait, qui sont au nombre entier.
Et l'idée, si vous voulez décomposer 43, ben vous laissez faire le courant centripète. Il va cogner sur un bord. Donc s'il cogne sur un bord et qu'il est obligé de faire un trajet, vous mettez 1. Ça vous donne le 1 ici, c'est-à-dire, c'est parce que c'est un nombre impair en fait. Si vous regardez bien tous les nombres pairs, eh bien, si je prends par exemple 36, il ne cogne pas sur un bord, là, il traverse direct, vous mettez 0. Quand ça cogne sur un bord, vous mettez 1, quand ça traverse direct, vous mettez 0. Ça fait 21. 21, ben pareil, c'est encore un nombre impair, il va encore cogner sur le bord, donc ça va faire encore un 1. Et puis après le 10, ben vous divisez par 2, et là il ne cogne pas sur le bord, donc il va y avoir un 0. Après, vous arrivez à 2, mais en cognant sur le bord, etc. D'accord? Donc, une fois que vous avez vos nombres, ben, vous les écrivez en remontant les calculs. Un 2, c'est un 0. Ensuite, le 5, ben, il y avait un 1. Et puis vous remontez. Voilà, c'est marrant. Alors, on va parler donc des suites de Collatz. Alors, Lothar Collatz, donc, c'est un mathématicien qui est né en 1910 et qui est mort en 90, si mes souvenirs sont bons. Et dans les années 30, il aurait essayé finalement de chercher des sortes de programmes en fait qui construisent des suites avec des disjonctions de cas. Alors celle-là, c'en est une très très simple, c'est-à-dire que vous partez d'un entier naturel non nul que vous appelez U0, d'accord, par exemple 22, 76, etc. Et alors, vous allez construire une suite. Une suite, c'est-à-dire que le terme suivant, si le terme que vous avez est un nombre congru à 0 modulo 2, c'est-à-dire un nombre pair, hein, d'accord, si par exemple c'est 26, 34, etc., vous lui appliquez la première formule, c'est-à-dire que vous le divisez par 2 pour avoir le terme suivant, d'accord. Et si par contre le terme c'est un nombre impair, dans ces cas-là, qu'est-ce que vous faites? Ben, vous le multipliez par 3 et vous ajoutez. Donc ça, c'est Collatz, il a dit, bon, je vais essayer de faire ça, ça va être marrant. Okay, et donc, la conjecture de Collatz, parce que lui, il s'est rendu compte, hein, et puis d'autres après lui, se sont rendus compte qu'il semble que, pour toute valeur U0 de donc entier naturel, non nul, il existe un entier naturel N0 tel que UN0 égale 1. C'est-à-dire que vous arrivez à un moment donné sur un terme qui vaut 1. Même si vous prenez U0 égale 2253, par exemple. Bon. Alors ça revient à dire qu'à partir d'un certain rang, la suite boucle sur le cycle 1, 4, 2. Bah oui, puisque 1 c'est un nombre impair, donc vous lui appliquez la deuxième formule, vous multipliez par 3, vous ajoutez 1, vous allez obtenir 4. Mais 4 ce sera un nombre pair, vous divisez par 2, vous obtenez 2. Et puis, comme 2 c'est encore un nombre impair, vous divisez par 2, vous obtenez 1. Puis vous retombez 1, 4, 2, 1, 4, 2, 1, 4, 2, 1, 4, 2. Donc la conjecture de Collatz, c'est quel que soit le terme initial, la suite boucle sur. Conjecture qui n'a jamais encore été prouvée et qui, à mon avis, résistera pas mal. Alors, j'ai voulu illustrer justement sur une spirale de base 2 parce que ça va faire un lien avec ce qui suit dans la musique. Donc là, U0 égale 9. Alors U0 égale 9, on est ici. Or, donc 9 est impair, donc qu'est-ce qu'on fait? On multiplie par 3, on ajoute 1. Alors multiplié par 3, on a vu que c'était rajouter un tour. Hop, un tour de manège, on est ici, 18, ok. Ensuite, on rajoute un demi-tour. Et puis après, on va rajouter 30 degrés à peu près. Donc 30 degrés, c'est là. Et puis comme on rajoute 1, ben, là on se déplace différemment. On ne dépasse plus en angle, mais on se déplace justement métriquement sur ceci. Alors vous pourrez remarquer que plus votre nombre de départ il est grand, lui rajouter 1, en fait, c'est rajouter un nombre qui va être de plus en plus petit. Ça paraît assez normal. Je ne sais pas si ça vous paraît naturel. Hein. C'est-à-dire que rajouter 1, ici, c'est rajouter un nombre qui est d'autant plus petit. Alors, c'est quelque chose qu'on va utiliser pour la fin si on a le temps. Hein. Voilà. Alors, donc on arrive à 28. 28, c'est un nombre pair. Qu'est-ce qu'on fait? Bah, rayon centripète. D'accord? Boum, il passe. 14. 14 est encore un nombre pair. Hop, on divise par 2, d'accord? 7 est un nombre impair, donc qu'est-ce qu'on fait? On multiplie par 3,
un tour et demi, on rajoute 1, 22. 22 est un nombre pair. Bah tiens, on trouve encore un nombre pair, 11, etc. 11, on multiplie par 3, on rajoute 1, donc un tour. Et puis un demi-tour, on arrive à 34. On divise par 2, 17. Et puis après, on multiplie par 3, on ajoute 1, 52. 52 est un nombre pair. Centripète, 26, 13, centripète, 13, 40, etc., etc. Et on y arrive donc à 5. Et alors là, à 5, 5 fois 3, plus 1, 16. 16, c'est bon. On est sur l'axe des abscisses, c'est les puissances de 2. Les puissances de 2, 16, 8, 4, 2, 1. 4, 2, 1, 4, 2, 1, 4, 2, etc. Voilà. Alors, donc j'ai présenté cette suite-là, avec tous les termes tels que je vous les ai décrits, d'accord. Il y a aussi la suite qui est une suite accélérée, c'est bien ça, je crois que c'est la suite accélérée, où on enlève juste les multiples de 2, parce que quand UN, quand votre nombre il est congru à 1 modulo 3, le suivant, quand vous multipliez par 3 et que vous ajoutez 1, vous obtenez un nombre qui est multiple de 2. Donc, nécessairement, à chaque fois que vous avez un impair, vous pourrez constater, je les ai mis en violet, les nombres suivants, ils sont toujours multiples de 2. Et puis, vous pouvez carrément faire une suite complètement accélérée en vous arrangeant pour avoir que des nombres impairs. Ça permet de compresser un peu cette suite. Voilà. Donc, ça fait un joli graphique. Et on va voir en fait qu'on peut faire des choses aussi avec la musique, avec ça. Donc là, c'était la définition compressée. Donc la définition compressée, c'est juste que vous enlevez en fait les suivants des nombres qui sont congrus à 1 modulo 2. Et la définition accélérée, vous gardez que les nombres impairs. Okay, ça roule? Donc voilà. Alors quand vous avez une suite qui a valeur dans n, il y a 3 éventualités. Donc soit la suite, elle part dans les nuages, elle diverge vers plus l'infini. C'est-à-dire que, qu'est-ce que ça veut dire diverger vers plus l'infini? C'est-à-dire, quelle que soit la barre horizontale, il existe un rang au-delà duquel tous les termes sont au-dessus. Et si ce n'est pas le cas, avec la négation de ça, le contraire, c'est qu'il existe une barre tel que, quel que soit n, il existe un rang qui est supérieur ou égal, tel que un est plus petit ou égal à 1. Alors, donc, si la suite ne diverge pas vers l'infini, comme s'il y a deux valeurs identiques, ça veut dire en fait que vous avez un cycle. Soit c'est le cycle attendu, qui est le cycle 1, 4, 2. Soit c'est un cycle qui est un cycle inattendu, qu'on cherche toujours pour cette suite de Collatz. Parce que pour l'instant, chaque fois qu'on a pris un U0, on a trouvé un cycle 1, 4, 2. Alors, on va parler de la gamme musicale qui a priori n'a rien à voir et les liens se feront plus tard. Déjà, le support, ce sera un petit peu aussi la spirale. Donc, le son pur. Donc un son pur, c'est finalement une sinusoïde ou une cosinusoïde. Ici, j'ai pas mis de déphasage, j'ai mis un phi qui est égal à 0, donc c'est une sinusoïde, une fonction impaire. Et donc vous avez l'amplitude. L'amplitude, c'est la demi-étendue, c'est-à-dire c'est cette distance-là. La pulsation en radians par seconde. Donc le déphasage, c'est-à-dire si vous le translatez par rapport à un vecteur horizontal. Et donc vous avez une période et une fréquence. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que des sons purs qui sont consonants? Donc l'oreille finalement réussit à réunir, à marier de façon très harmonique, on va dire, à partir finalement de la fondamentale et d'une multiple entière de la fondamentale. C'est ça en fait que l'oreille réussit à bien comprendre, et même elle ne fait pas tant que ça la différence toujours entre donc une fondamentale qui est en noir ici et son octave supérieure qui vibre 2 fois plus vite. D'accord ?
Donc ça, c'est l'octave, hein, c'est ce qu'on identifie finalement, c'est sur la spirale, comme le 1 égale 2, hein, vous voyez, ça représente le même angle à 360 degrés près, hein, c'est vraiment... voilà. Alors, une quinture, c'est quand, ça a été trouvé par Pythagore, hein, donc il s'était rendu compte qu'il y avait deux instruments qui vibraient, il y en a un qui vibre à peu près 1,5 fois plus vite que l'autre, et donc vous aviez la fondamentale, donc la plus basse, hein, la plus grave, et puis ensuite la quinture ascendante. Voilà. Et alors là, en fait, pourquoi ça sonne à l'oreille, je ne sais pas, mais en tout cas, si vous regardez ici le début de ce graphique, vous retrouvez finalement exactement le même pattern à droite. Hein. Donc, finalement, ça va se retrouver. Hein, et alors la tierce pure, donc là c'est 5/4 de fois plus vite pour la tierce pure ascendante par rapport à sa fondamentale. Là, mon graphique n'est pas suffisamment grand, j'aurais pu faire quelque chose d'un petit peu plus grand pour qu'on retrouve le pattern commun, mais il faudrait faire un chouïa plus grand. Mais ce qu'il y a, c'est que ce qu'on peut voir, c'est qu'il va y avoir en fait des endroits où il y a des recoupements qui se passent. Et ça sonne à l'oreille. C'est des sons qui sont consonants, au contraire du dissonant. Alors, les harmoniques d'un son pur. Alors, je ne suis pas spécialiste hein, non plus de théorie de Fourier et de théorie musicale, mais quand on parle de numérisation du signal, moi j'ai mis du temps à comprendre ce que c'était que la numérisation du signal. Et voilà, un son, ça peut être compliqué. Alors là, j'ai pris un son pur, un instrument de musique va en général générer une fondamentale plus des harmoniques qui, par exemple pour la guitare, seront des multiples entiers, en fait, des fréquences qui seront multiples entières de la fondamentale. Alors là, j'ai pris la fonda, donc à un La, hein, à 440 Hz, d'accord. Ensuite, j'ai pris le La de l'octave supérieure, donc ici, mais avec un instrument qui est fantaisiste, hein, qui va avoir une harmonique qui sera d'amplitude plus élevée que la fondamentale. Bon, pourquoi pas. Alors, une troisième harmonique, donc 3 fois plus, un multiple entier aussi de 440, 1320 x 3. Hein, d'accord, mais cette fois-ci avec une amplitude qui est de 0,4 fois la fonda. Et puis j'ai pris un autre truc à 0,2, 5 fois plus. Okay, donc j'ai pris ça, donc ça vous donne finalement votre signal, et ensuite vous faites la somme. Alors vous savez comment on fait la somme, hein, il n'y a pas de difficulté pour faire la somme. Vous vous placez en un point, et puis vous regardez, là vous comptez, ça c'est du plus, ça va être du moins, du moins et du moins, et puis vous faites la somme en fait des 4 ordonnées, et ça va vous donner en fait ce signal-là, d'accord? Ça marche? Alors ce signal-là, c'est un signal qui peut arriver dans vos oreilles, et comment est-ce qu'on le numérise? Ben, on le numérise comme ça, tout simplement. On dit 440 avec une suite finie, 1, 1,5, 0,4, 0,2. Oh. Un truc aussi con que ça, en fait, aussi simple que ça. Hein, pardon. Donc pour un signal qui, au départ, est quand même assez complexe. Numérisation du signal, c'est un peu ça l'idée. Voilà. Alors, le problème réciproque, il est intéressant, c'est-à-dire que si vous avez un signal comme ça, est-ce qu'on ne pourrait pas, par hasard, réussir à le numériser, c'est-à-dire à l'écrire sous forme, finalement, d'une somme de sinusoïdes avec certaines fréquences? Ben si, en fait, c'est à partir du moment où la fonction, elle est suffisamment régulière, continue, ça marche, même continue par morceau, ça marche aussi, et il faut qu'elle soit périodique. Hein. Donc là, il y a visiblement une période, je ne sais pas si vous avez remarqué, hein, il y a une période dans le signal. Voilà. Donc, problème réciproque, c'est l'analyse de Fourier, hein, Joseph Fourier, un début des années 1800, un mathématicien génial, hein, qui a trouvé ceci hein, dans les années 1815-1820. Alors, avec Dirichlet, on décompose, normalement quand vous avez une fonction, donc vous la décomposez avec ce fameux truc hein, que
fonction paire plus fonction impaire, c'est un petit truc marrant, hein. Vous prenez la moitié de f de t plus f de moins t. Pour ça, quand vous remplacez t par moins t, ben, ça fait la même chose. Et celle-ci, quand vous remplacez t par moins t, en fait, vous trouvez l'opposé. C'est une fonction qui va être impaire, d'accord? Fi, i comme impaire, p comme paire. Et si vous faites fi plus fp, ben vous trouvez les f de moins t qui se simplifient et vous trouvez f. Voilà. Donc, toute fonction périodique continue est la somme d'une combinaison linéaire. Une fois que vous avez fait ça, hein, vous le faites pour fp, pour fi, vous utilisez cette théorie de Fourier hein, pour décomposer justement en somme des AK cosinus AT. Alors, c'est un truc évidemment. Pour ceux qui ne font pas de maths, quand vous avez des sigma avec des infinis, ça vous paraît complètement compliqué. Mais finalement, c'est quoi le FI que j'ai écrit? Le FI que j'ai écrit avec les BK, c'est juste ces trucs-là. C'est juste ces trucs-là que vous ajoutez, hein, la somme de signaux. Voilà. C'est ça, en fait, l'idée, le principe de la théorie de Fourier, hein, qui a énormément d'applications. Et alors, les coefficients AK, BK, ils se calculent à l'aide d'intégrales. Alors, on va passer maintenant à la construction de la gamme par quinte pure ascendante. Alors, je vais illustrer aussi sur la spirale. Le schéma est un peu chargé, donc il va falloir s'accrocher un petit peu. Donc, l'idée, c'est que pour passer par quinte pure ascendante, c'est multiplier la fréquence par 1,5. Alors, multiplier la fréquence par 1,5, c'est rajouter... multiplier par un angle, c'est toujours rajouter le même angle sur ces spirales de base 2. Et l'angle ici, il est de 210,59. 210,59, c'est 180 degrés, plus 30 degrés, plus 0,59 degrés. C'est ce qui fait qu'il va y avoir hein, des gens qui vont tomber dans le coma à cause de ça. Hein. Donc ici, vous avez ce petit décalage, hein, j'ai mis les notations anglaises pour vraiment les 210, hein, vous voyez, pour ce qui tombe juste, et pour les multiplications par 1,5, j'ai mis des trucs rouges. Okay, les multiplications par 1,5 vous donneraient finalement une gamme qui serait une gamme pure, en fait, hein, mais avec un coma à la fin. Okay, vous multipliez par 1,5, ensuite vous multipliez par 1,5, donc c'est assez marrant parce qu'on retrouve hein, Do, Sol, Ré, La, Mi, Si, Fa, Fa dièse, etc. Et donc là on a fait la moitié du tour, et quand on a fait 12 tours, eh ben, on est assez content parce qu'on n'a quand même pas beaucoup bougé. Hein. C'est-à-dire que multiplié par 3 demi puissance 12, ça revient à multiplier par 129, quelque chose, c'est-à-dire par 2 puissance 7. C'est-à-dire qu'on a fait 19 tours quand on a fait 12 fois ce truc-là. 19 tours plus un tout petit coma. Alors, les musiciens, ils ont eu des problèmes avec ce coma. Ils ont cherché, en fait, certains à garder toujours ces gammes pures, et il y a d'autres qui ont voulu tempérer. Tempérer, ça veut dire légèrement diminuer finalement les quintes, pas multiplier par 1,5, multiplier par 1,49 et quelques, pour que, même si ça sonne un peu faux, pour qu'on retombe sur nos pieds finalement, et pour pas qu'il y ait des quintes du loup ou des choses comme ça qui apparaissent. Alors, Euler s'en est mêlé, évidemment. Hein, Euler, donc 1707-1783, un grand mathématicien, un des plus grands hein, avec Gauss. Et donc, lui, ça ne lui suffisait pas, en fait, de faire des multiplications et de construire la gamme avec des quintes successives. Et donc, lui, il a voulu le faire aussi avec les tierces, hein, comme je vous ai montré dans le dessin avec les sinusoïdes. Alors, donc, ça vous donne ce dessin-là. Donc, il part du Do, donc multiplié par 3 demi les quintes. Les quintes ascendantes, c'est aller vers la droite, et les tierces ascendantes, c'est aller vers le haut, d'accord? Et ça vous donne à peu près ça. Et l'idée, c'est d'essayer de faire en sorte que vous retrouviez un peu les mêmes choses. Donc, ce qui se passe là-dessus, c'est que quand vous faites des tierces,
vous multipliez par 1,25 et multiplié par 1,25, c'est à peu près ajouter 4 demi-tons. D'accord? Donc ça, c'est des tierces majeures. Okay? 4 demi-tons. Donc quand vous le faites 3 fois, vous allez retomber à peu près sur vos pieds. Donc ça se voit comme ça, c'est-à-dire que si vous êtes là, quand vous faites 3 fois le truc, vous tombez 8 cinquièmes, ça fait à peu près 1,6, 25 16e, c'est à peu près aussi 1,6. Hein. Donc c'est pas tout à fait ça, mais Euler, lui, ce qu'il a voulu faire, c'est identifier, encore le faire, hein, vraiment identifier ces deux cases-là. Et puis après, le truc, c'est que quand vous faites 4 quintes, 4 quintes pures, ça fait quoi ça? 4 quintes pures, ça fait 1, 2, 3 et 4. Eh bien, vous ajoutez finalement 1, 2, 3, 4 demi-tons. Donc, finalement, le problème ici, c'est que quand vous avez 4 demi-tons, vous vous retrouvez ici. D'accord? Ça veut dire que vous avez une structure torique parce que lui, il a voulu tout identifier. Donc, vous identifiez finalement la première colonne et la dernière colonne pour essayer de faire quelque chose qui soit un peu rond. Et puis, ensuite, ce que vous voulez identifier aussi, c'est pour identifier la première et la dernière colonne, pardon, il faut un décalage en fait d'une unité. Et puis, il faut le faire aussi pour obtenir un tore en faisant les choses comme ça. Je ne sais pas si vous connaissez les bouées, les tores qui ressemblent à des bouées. Il faut identifier comme ça. Et puis après, c'est assez technique. Vous identifiez comme ça aussi, de façon à faire un petit décalage, et ça vous donne votre tore. Voilà. Donc, il y a, en fait, ça c'est une structure de graphe hein, que vous retrouvez finalement avec des points, il y a 12 points là-dessus, et vous avez des voisins de tierces, des voisins de quintes, hein, et voilà, c'est ça l'histoire du tonnet de l'air, qui marche pas très très bien à l'oreille, hein, il y a des petits décalages. Nous on est mathématiciens, on aime bien rigoler avec ça. Voilà. Alors, donc les Conway-Maltz. Alors Conway, lui, il a trouvé que le problème de Collatz, finalement, il méritait peut-être un petit recul en essayant de voir d'autres suites. Si on ne prenait pas 3 et si on prenait 5, vous voyez, et puis si on ne prenait pas les congruences modulo 2. Donc il a généralisé cette idée. Alors cette idée-là, c'est-à-dire, bon, c'est un peu affreux pour ceux qui ne font pas des maths, mais l'idée c'est qu'en gros, vous prenez une fonction affine, hein, 3x plus 1, hein, c'est la fonction de Collatz en fait, hein, 3x plus 1, la congruence c'est 2, et en gros vous voulez que des entiers, c'est ça l'idée. Là c'est les congruences modulo P qu'on a écrit. Et donc là j'ai fait 3x moins 1, d'accord? J'ai fait 3x moins 1 au lieu de 3x plus 1, c'est très similaire en fait au 3x plus 1. Et là, en fait, il se trouve que ça boucle pas en fait sur un cycle trivial, ça boucle sur un cycle qui a 7 sommets. Je vous laisserai le vérifier, mais bon, on fait la même chose qu'on a fait tout à l'heure. Et on trouve finalement une gamme heptaphonique, hein, qui ne doit pas sonner trop à l'oreille, sans comma. Alors pourquoi heptaphonique? Parce que vous avez des sons qui sont liés à tout ça, et qui sont relativement régulièrement distribués. Alors, d'où vient finalement les décalages de distribution? C'est que plus les nombres ils sont faibles, plus quand vous multipliez par 3 et que vous enlevez 1, l'addition de 1 va faire une différence d'angle. En fait, c'est ça qui va vous permettre de tempérer la gamme, en fait, éventuellement. Ah oui, là, ça va la tempérer. Voilà. Alors, après... ça, c'est une suite qui est connue, hein. C'est une suite qui est très très connue, et donc qui montre que c'est quand même assez extraordinaire que cette suite 3x plus 1 boucle sur le cycle 1, 4, 2, la suite de Collatz, hein, spécificité. Voilà. Alors après, on peut faire d'autres trucs. Alors ça, c'est une idée que j'ai eue. Après, je me suis fait aider d'un logiciel et de Python et de personnes qui m'ont formé à Python aussi, hein, et ça a été difficile pour eux, je les en remercie. Et donc, là, je l'ai fait avec des quintes descendantes. Là, je vous rajoute 3 octaves, d'accord?
ici, je divise par 3. Donc diviser par 3, c'est un peu le contraire de multiplier par 3. Multiplier par 3, c'est ajouter une octave et une quinte. Donc là, j'ai enlevé une octave et une quinte, de façon à ce que toujours, je trouve quand même des nombres entiers. Et là, j'ai enlevé... si, c'est ça. Là aussi, j'ai enlevé une octave et une quinte. Et donc, on s'arrange pour faire des petits commas, en fait, additifs, comme ça. Et donc la suite accélérée, j'étais content parce que je suis tombé quand même sur une suite, une gamme dodécaphonique, comme ça, en fait, que j'ai construite, dont les fréquences sont très proches de la gamme tempérée. J'ai peut-être pas ici les tailles, mais il y a deux... Dans la gamme 440 de 880 Hz, il y a 2 Hz de différence maximum, en fait, entre les deux. Voilà. Donc en faisant des quintes successives descendantes, grâce à l'idée de Conway. Voilà. Alors, les grandeurs liées au Conway Maps, parce qu'après, une fois qu'on a galéré pour faire le programme, on a un peu envie d'utiliser. Donc, c'est ce que j'appelle des cerfs-volants, ces trucs-là. Hein, c'est-à-dire que vous voyez, ça plane pas mal. Vous arrangez pour essayer de faire planer des trucs et puis essayer de faire des records un peu, ça peut être marrant. Donc, la taille du cerf-volant, donc c'est la longueur du cycle. Hein, vous voyez, là, vous avez un cycle. Si vous comptez le truc, la suite accélérée, elle a 12 termes. Puisque 52 c'est pareil que 104, hein, puisque 50, voilà, 104 c'est le double de 52. Voilà. Donc la taille du cerf-volant, la longueur du fil, ben, c'est que ça va peut-être pas boucler tout de suite, vous comprenez. Donc la longueur du fil, l'indice du premier élément du cycle. En fait. Vous pouvez vous amuser aussi à faire des trucs qui donnent pas mal de suspense. Et donc l'altitude maximale et minimale des éléments du cycle, hein, donc on peut essayer de chercher des monstres, des trucs qui vont aller très très haut et puis ensuite qui vont quand même se stabiliser. L'attractivité d'un cycle, alors ça, c'est la proportion des termes initiaux qui aboutissent à ce cycle. Parce que le terme initial, on n'oublie pas qu'on peut le choisir. Alors, quelques Conway Maps. Donc, celle-là, j'ai fait un cerf-volant haut, en tapant un petit peu là-dessus. Alors, je ne vais pas taper les trucs au hasard. Hein. Après, je vais vous expliquer un petit peu comment est-ce qu'on peut essayer de comprendre un peu ces histoires. Alors, pourquoi il est haut? Parce qu'il y a quand même un terme qui est à 136 000, hein, presque 137 000. Là, il y a une attractivité faible, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de termes qui aboutissent à un cycle trivial 1-2, et puis voilà. Donc, altitude maximale, hein, quand même, pas mal. C'est-à-dire, vous vous retrouvez avec des termes qui sont extrêmement hauts, et puis quand même, après, ça finit par baisser. Alors, pourquoi? Donc je propose un modèle pour essayer de comprendre les choses, c'est-à-dire un graphe multiplicatif qui est associé à cette Conway Maps. Donc c'est la précédente. Donc il y a 4 disjonctions des cas selon les congruences modulo 4. Hein, si le nombre il est multiple de 4, vous le divisez par 2. Si le nombre il est multiple de 2, vous le divisez par 2 aussi. Si le nombre, son reste modulo 4, c'est 1, c'est-à-dire si c'est 1, 5, 9, 13, etc., et bien vous multipliez par 3, vous enlevez 1. Et puis, sinon, vous avez une autre recette de cuisine. S'il est congru à 3 multiplié par 4, là, vous multipliez par 5. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Donc, si le nombre, il est congru à 0 modulo 4, vous êtes sûr que vous allez le diviser par 2. Ok? Vous le divisez par 2, donc j'ai mis fois 1,5. Et ensuite, eh ben, soit le nombre, il sera encore multiple de 4, soit il sera plus de multiple de 2. Donc, s'il est multiple de 4, vous restez, en fait, ici. S'il est plus que multiple de 2, vous arrivez là. C'est un petit graphe. Pareil, s'il est congru à 1 modulo 4, s'il est congru à 1 modulo 4, donc vous multipliez par 3. Hein, j'ai négligé les constantes parce que c'est surtout pour des nombres très grands, c'est pour voir le comportement asymptotique. Voilà. Et donc s'il est congru à 2, vous le divisez par 2, et il y a une chance sur 2 qu'il soit congru à 1 modulo 3, une chance sur 2 qu'il soit congru à 1 modulo 4 et une chance sur 2 qui soit congru à 3 modulo 4. Donc tout ce qui est déterministe, je l'ai mis en bleu, et tout ce qui est probabiliste, je l'ai mis entre guillemets en rouge. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, en fait, on peut simplifier le graphe, puisque finalement tout ce qui est déterministe, vous voyez ici, on peut simplifier la branche 3, puisque finalement on multiplie par 5,5 pour passer de 2 à 0. Voilà. Pour passer de 2 ici à 2, finalement vous multipliez par 3,5.
vous avez ça. Alors, pour analyser, en gros, c'est pour savoir si votre suite, elle a une chance d'aller vers l'infini ou si plutôt elle va s'écraser. En fait. C'est ça. On commence à analyser en fait le problème de ces Conway Maps comme ça. Alors, comment est-ce qu'on peut savoir si ça, c'est quelque chose qui va s'écraser ou qui a des chances d'aller vers le haut? Vous analysez le graphe. Donc, si vous bougez le coefficient multiplicateur moyen géométrique, un CMMG que j'ai appelé, c'est donc faut faire des racines carrées. Donc 1/2, si vous bougez 1/2 ou 5/2, une chance sur deux, donc ça fait en moyenne racine de 5/4. Voilà. Si vous ne bougez pas, donc soit vous multipliez par 1/2, soit par 3/2, donc en moyenne, vous multipliez par 3/4 en deux coups, donc par racine de 3 sur 4 en un coup. Et donc, CMMG moyen, vous faites la racine de la racine, et ça fait 0,984. C'est inférieur à 1, assez nettement inférieur à 1, en fait. Assez nettement inférieur à 1 quand même. Une suite géométrique, pour les étudiants, ils savent qu'une suite géométrique de raison 0,984, même si c'est très proche de 1, ça va converger assez fortement. Mais ça, c'est des convergences en moyenne. Ça explique la non-divergence et la taille assez courte du fil en moyenne. Voilà. Alors, quand même, on est arrivé à des résultats, vous voyez, 1,4 fois 10 puissance 28. C'est-à-dire qu'on monte très très haut parce que je me suis amusé à faire quand même des multiplications par 3 et par 5 qui vont essayer de rendre les choses un peu chaotiques. Voilà. Donc, ça, c'est une suite qui est conçue pour diverger. Le graphe, le coefficient multiplicateur moyen, il est supérieur strictement à 1, et pourtant, finalement, là, il y a des nombres qui se prennent dans la toile d'araignée. Il y a une toile d'araignée, il y a un cycle qui existe. Donc, vous voyez, ça veut dire en gros que quand le coefficient multiplicateur moyen il est strictement supérieur à 1, ça peut quand même converger. Par contre, l'autre, il y a très peu de chances que ça le fasse. Voilà. Alors, donc on simplifie les graphes. Là, donc, voilà. Alors après, on peut s'amuser à trouver des choses avec des suites qui, selon le premier terme, vont donner un 3 cycles, ou bien un autre. Donc, ça fait des triangles, ça fait un peu de géométrie, c'est assez curieux. Pourquoi c'est comme ça? Et donc, maintenant, on va revenir à la suite de Collatz. Donc, l'idée vraiment de Conway, c'était de prendre du recul par rapport à cette suite de Collatz en compliquant le problème, en cherchant finalement des choses qui sont plus générales pour voir ce cas particulier. C'est souvent ça, finalement. Pour voir la spécificité d'une chose, il faut la mettre dans un contexte. Voilà. Alors, donc, le graphe multiplicatif associé à cette suite, il est pauvre, il est malheureux, il est comme ça. C'est-à-dire que vous avez une chance sur deux, en gros, de diviser par 2 si le nombre il est pair, et si le nombre il est impair, vous le multipliez par 3, mais comme le suivant il sera pair, vous le divisez par 2. Voilà. Et donc le coefficient multiplicateur moyen géométrique, il est de racine de 3 sur 2, 0,87, il est très 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 inférieur. Très 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 inférieur. Et donc, normalement, la suite de Collatz, avec ça, ce qu'on conjecture très fortement, c'est que jamais il y aura un terme initial qui fera que la suite tendra vers l'infini. Jamais il y aura un cycle non plus, pour des raisons, en fait, que je vais vous montrer plus tard. Mais pour l'instant, ce ne sont que des conjectures, tant qu'on n'est pas sûr en maths. Alors, le résultat d'Eliaou, donc en 2011, on fait un petit point d'abord sur la conjecture de Collatz. Donc, il se peut que cette conjecture soit vraie, cette conjecture soit fausse, et qu'il existe un U0 tel que la suite aboutisse à un cycle non trivial. Ça veut dire que finalement, il y a un cycle. Soit il existe un U0 tel que la suite tend vers plus l'infini. On a vu que c'est la suite, l'hypothèse B2 serait très très hautement improbable. Alors après, ça peut être décidable ou indécidable. Alors l'indécidabilité, il y a deux types d'indécidabilité, mais la plus simple, c'est l'indécis.
indécidabilité par le raisonnement, c'est-à-dire qu'on ne puisse pas en fait démontrer que ce soit vrai. Pourquoi on ne peut pas démontrer que ce soit vrai? Parce que démontrer que ce serait vrai, c'est quels que soient les termes initiales, mais il y en a une infinité des termes initiaux. Et pourquoi B2 pourrait être indécidable? Si il existe U0 tel que la suite tende vers plus l'infini, ce U0-là, on peut le trouver, effectivement, s'il existe, on peut le trouver, mais sauf qu'après, il faut calculer tous les termes et prouver que la suite tend vers l'infini, ça c'est un truc qui n'est pas forcément possible. Alors, à cette indécidabilité de l'être humain s'ajoute l'indécidabilité algorithmique, qui fait que le nombre, s'il est trop grand, même un algorithme, il ne pourra pas le trouver. Bon, alors, des avancées vers l'infini, donc Eliaou, il a exploité donc, des avancées vers l'infini, c'est Thomas Oliveira et Silva, en fait, qui a dit que il a trouvé que toutes les suites Collatz accélérées convergent vers 1 pour tout U0 supérieur à 10 puissance 18. Comment? Oui, pour tout U0 inférieur ou égal à 10 puissance 18. C'est 4 10 puissance 18, ça, en fait. 10 puissance 60, c'est 10 puissance 6, 10 puissance 6, 10 puissance 6. 10 puissance 2 puissance 10, 10 puissance 6. 2 puissance 10, c'est 1024. C'est 4 ou 5 10 puissance 18. Et donc Yo-Yo, machin, a trouvé en 2017 le même résultat donc pour U0 plus petit que 10 puissance 20. Et donc ça, c'est un résultat qui va être exploité par Eliaou, que je vous propose d'illustrer sur une spirale. Donc voilà. Et son résultat, il dit que s'il existe un cycle non trivial pour la suite standard, alors sa longueur est supérieure ou égale à 17 milliards et quelques. Ça veut dire qu'en gros, là, ce que je vous ai montré avec des cycles d'ordre 7, 12, 24, c'est des petits trucs. Là, s'il y a un cycle, il faudrait qu'il y ait 17 milliards de termes là-dedans. Sachant que d'un terme au suivant, vous multipliez en moyenne par 0,87. Pour une suite géométrique, arriver sur un cycle de 17 milliards, comprenez bien que ça rend très hautement improbable le fait que la conjecture de Collatz soit fausse. Mais ce n'est absolument pas une démonstration. Ce que je dis. Donc l'idée, c'est de... Alors je l'ai illustré comme ceci. Voilà. J'ai pris un U0 qui est égal à 17, dont on sait parfaitement, effectivement, que la suite pour U0 égale 17 converge vers 1, 4, 2, 1, 4, 2, 1, 4, 2. Mais, bon, imaginons qu'on ne le sache pas. Donc, l'idée, c'est que, comme 17 est impair, vous allez rajouter un tour, vous allez rajouter encore un demi-tour, et pour multiplier par 3, il faut rajouter encore 210 degrés, donc un 12e de tour, 30 degrés exactement, plus un petit comma, en fait, de plus 1. Ce comma est d'autant plus petit que le nombre de départ est grand, puisque ce comma en angle, d'accord? Le comma en angle, et comme finalement vous allez avoir, d'après le résultat précédent, donc il n'y a aucun nombre plus petit que 10 puissance 20 qui va être dans le cycle éventuel, ça veut dire qu'il va falloir chercher très très loin. Il ne faut pas chercher à 17, il va falloir chercher très 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 loin sur cette spirale, d'accord? Vous cherchez très très loin sur cette spirale, et vous savez que ce comma, ce petit angle, ce petit delta de l'angle, il va être extrêmement petit. Alors là, j'ai fait le calcul, mais c'est de l'ordre de 10 puissance moins 20 ou quelque chose comme ça, quand vous partez d'un nombre qui est très très grand. D'accord ? Alors, pourquoi c'est important ? Parce qu'un cycle, finalement, vous savez, quand vous avez votre WN, s'il vaut 17, WN plus 1, il va être dans cette zone-là, en fait. Il va être dans cette zone-là, entre multiplier par 3 et multiplier par 3 et ajouter 1. Donc il va être dans cette zone-là, et donc quand vous le faites 2 fois, vous allez augmenter, vous allez multiplier par 2 en fait l'amplitude de votre angle, mais vous n'êtes toujours pas en fait
vous recouvrez toujours pas la demi-droite en fait OWN. Donc c'est pas possible que le cycle il soit d'ordre 2. Et à l'ordre 5 en fait, on y arrive à recouvrir le truc. Mais c'est parce qu'on a choisi un nombre qui est vraiment trop petit. Et cette idée d'Eliaou, en fait, c'est comme ça que je l'ai illustré. Alors, il était amené justement à trouver un nombre ici, une fraction finalement, qui est la plus économique, qui est prise dans un certain intervalle. Le problème, il se ramène à ça, à trouver la fraction la plus économique qui est dans un certain intervalle. Et ça, c'est une question que je me suis posée, mais comment est-ce qu'on fait ce truc-là? On m'a jamais appris, mes profs, qu'est-ce qu'ils ont foutu, je sais pas. Alors, donc, ici, j'ai cherché. Et donc, j'ai essayé de représenter ça. Et j'ai essayé de représenter les nombres, les fractions comme ça. Donc, les fractions, vous imaginez que vous avez à présenter 3/5, d'accord? 3/5, vous allez mettre P en abscisse, Q en ordonnée. Alors, et si vous voulez la valeur approchée de 3/5, vous faites la droite d'équation y égale 1. Et quand vous faites la projection sur cette droite d'équation y égale 1, vous retrouvez 3/5. Alors ça veut dire que tous ces nombres-là, leur valeur, c'est 3/5. Enfin, tous ces points-là, ils sont associés en fait à une valeur de 3/5. D'accord? Donc chercher finalement une fraction dans un intervalle. Ici, mon intervalle, il vaut à peu près entre 0,58 et 0,61 tours. 210, entre 210 et 210 un peu plus. Ça faisait entre 0,58 et 0,61. Donc là, cet intervalle-là, il vous paraît extrêmement petit, mais pourtant, il est déjà grand, hein, il a 3 centièmes. Et donc, cherchez le plus petit, la plus petite fraction là-dedans. Vous faites 0, vous tracez 0,58 ici, vous reportez verticalement, vous faites la même chose ici. Et donc, vous allez trouver un petit point à coordonnées entières ici, 3,5. 3/5, c'est entre 0,58 et 0,61. Et donc ça permet d'avoir la fraction la plus économique, c'est-à-dire dont le dénominateur est strictement positif et le plus petit possible, qui est finalement dans un intervalle. Et ça, c'est un problème qui est lié au problème d'Eliaou. Voilà. Alors, bon, ça c'est la façon de l'expliquer à des élèves de 5e. C'est un truc marrant. Donc, si vous voulez faire 3/4 moins 1/3, hein, donc 3/4, 3/4, c'est cette valeur-là, d'accord, sur y égale 1. Vous placez 3 et 4. Donc ici, vous avez 6/8 aussi, les fractions égales, vous les retrouvez, hein, d'accord, 6/8. Mais finalement, ce qui vous intéresse, pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas soustraire les fractions? C'est parce qu'ils ne sont pas à la même hauteur. Ici, quand vous les mettez sur 12, et ben vous trouvez un point à coordonnées entières, c'est-à-dire c'est 4/12, et ça c'est 3/4, 9/12. Et donc finalement, la distance entre 4/3, entre 3/4 et 1/3, c'est cette distance-là, d'accord, la petite distance rouge. Mais ici vous retrouvez, d'après le théorème de Thalès, hein, et ouais, Thalès revient, donc ici, Thalès, vous avez le grand triangle qui est 12 fois plus grand, parce que sa hauteur, ici horizontale, elle est 12 fois plus grande que celle du petit triangle. Et donc, vous retrouvez avec celle-là, elle est 12 fois plus petite. Ça vaut 5, donc c'est 5/12. Voilà. Donc ça permet de faire des calculs de différence de fraction, hein, sans avoir, juste avec un abac. Et donc ça, j'ai trouvé ça marrant. Donc le résultat d'Eliaou, hein, vous avez quand même pas mal de choses. Bon, alors, pour conclure, la spirale de base or, donc c'est quand même un outil qui permet de représenter des suites arithmético-géométriques. Hein. Donc, UN plus 1 égale à UN plus B. C'est vraiment très très adapté, hein, pour les suites géométriques, hein, notamment les graphes des suites géométriques sur un spirale, c'est une demi-droite. Hein,
hein, si vous avez effectivement la basse grave, hein, c'est une suite de raisons. Et voilà, donc vous avez, on a quand même vu les liens assez forts entre la suite de Collatz et la gamme dodécaphonique, hein, puisqu'on peut construire même des sortes de gammes dodécaphoniques grâce à des suites de Conway, hein, quand même. Et voilà. Alors ça peut être exploité, hein, donc pour les élèves de terminale. Je vous remercie de votre attention.